Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par l'intimité des personnes hautement sensibles. Je m'appelle Sophie, je suis coach certifiée, thérapeute de couple, sexologue et auteure de 4 livres, dont le livre Hypersensible mode d'emploi que vous retrouverez sur mon site dubonheurembarre.com et dans toutes les librairies. J'accompagne les personnes sensibles, mais pas que, adultes, ados et enfants qui veulent comprendre leurs émotions et leur mode d'emploi, s'épanouir dans leurs relations amoureuses et sexuelles et trouver leur place dans leur vie professionnelle. Depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible et que je me pose trop de questions. Parce que l'amour, la sexualité et les relations font partie de mes sujets favoris et qu'on ne va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener une fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre ou plus à prendre nous dévoileront leur cheminement personnel et sensuel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte du Bonheur en Barre sur Instagram, Pinterest ou sur le blog. Je vous partage régulièrement des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie aujourd'hui de recevoir Isabelle Bouclier dans cet épisode de podcast qui va vous parler de nutrithérapie. J'ai rencontré Isabelle à la Maison Gaïa à Annecy, où je vous reçois les lundis et mercredis pour toutes les consultations en thérapie de couple, sexothérapie, coaching d'hypersensible et d'orientation. Isabelle était bien tentée de faire son Ikigai et je lui ai du coup proposé un échange de services. Je lui offrais l'Ikigai et elle, son accompagnement en nutrithérapie. En toute transparence, ne sachant pas trop ce qu'était la nutrithérapie, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Je n'y allais surtout pas pour maigrir, mais plutôt pour découvrir l'approche et décortiquer le pourquoi du comment de tout ce que j'entends et lis sur l'alimentation et comprendre surtout ce qui me convient vraiment à moi. En toute sincérité, je suis assez bluffée des bienfaits que ça m'apporte, aussi bien au niveau émotionnel qu'au niveau corporel. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment l'inviter sur ce podcast pour qu'elle puisse vous expliquer ce que c'est que la nutrithérapie et comment ça fonctionne. Donc Isabelle, merci d'avoir répondu avec autant d'enthousiasme à mon invitation. Et pour commencer, je vais te laisser te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour à tous, bonjour Sophie, merci pour ton invitation, je suis trop contente d'être là. Donc moi je suis Isabelle Bouclier, mais on va dire Isa, je suis nutrithérapeute et je suis coach santé à la Maison Gaïa où je reçois le jeudi. Alors dans une autre vie, j'étais professeure des écoles et de cette vie-là, j'ai vraiment gardé la passion de l'éducation, de la transmission du savoir et du partage des connaissances. C'est une des 2 choses qui m'animent dans la vie, avec l'émerveillement que je ressens face au corps humain, son fonctionnement qui est trop subtil, trop beau, trop magique, et puis sa résilience aussi que j'admire beaucoup. Je me suis prise de passion pour la nutrition à la naissance de mes enfants, donc il y a 25 ans, pour le premier, pour eux déjà, et puis petit à petit, tout au long de la vie, par conscience écologique, parce que pour moi, notre santé et celle de la planète sont intimement liées. Et puis mon parcours personnel en termes de santé aussi m'a fait prendre conscience que l'alimentation avait son rôle à jouer dans ma guérison face à certains challenges de la vie. Et du coup, je vais pas faire planer le suspense plus longtemps. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la nutrithérapie ? Alors, la nutrithérapie utilise l'alimentation pour préserver, améliorer ou optimiser la santé selon les pages de vie, les challenges auxquels mes patients sont confrontés. Donc l'alimentation, c'est l'un des 5 piliers de la santé, mais c'est aussi un formidable levier pour améliorer les 4 autres. Les 4 autres, le sommeil, la gestion du stress, le mouvement et l'épanouissement personnel. Et c'est là toute la différence de la nutrithérapie avec la diététique, puisque dans mes accompagnements, on va vraiment prendre en compte ces 5 piliers et on va utiliser l'alimentation pour améliorer ces 5-là. Donc des fois, on commence par se préoccuper du sommeil plutôt que vraiment du contenu de l'assiette et on apporte les nutriments qu'il faut pour améliorer le sommeil. La nutrithérapie, j'aime bien dire souvent, elle ajoute beaucoup de choses à l'assiette avant d'en retirer.
Parce que c'est une fois qu'on a ajouté et que du coup les personnes se rendent compte des bienfaits et des changements que ça amène chez elles, qu'elles sont plus aptes à enlever certaines choses ou même à les enlever sans s'en rendre compte. La nutrithérapie, elle prend en compte la bio-individualité de chacun et de chacune parce que nous sommes uniques. Il n'y a pas de plan tout fait. C'est que du sur-mesure. C'est quoi bio-individualité? La bio-individualité, c'est le fait que tu as ton histoire, tu as ta génétique, tu as ta biochimie, tu as tes émotions à l'instant T, à la page de vie où tu es. Et du coup, les recommandations que je vais te faire à toi, ben, elles vont pas marcher pour ta sœur ou ta meilleure copine, même si elle a le même âge que toi, même si c'est ta sœur. Je me bats un petit peu aussi dans ma pratique contre tous ces régimes à la mode, ces trucs qu'on voit en titre des journaux qui disent « Ah oui, il faut manger ça. Ah non, il faut arrêter ça. » Ouais, mais il faut aller voir plus loin. Dans certains cas, il faut arrêter ça. Dans d'autres cas, on peut rajouter de ça. Voilà. Bio-individualité. Chacun est unique. Je confirme du coup, j'ai plus ajouté des choses dans mon assiette que je n'en ai enlevé. Et sur les 5 points que tu disais, en tout cas effectivement, sommeil, émotion, mouvement, gestion du stress et épanouissement personnel. Ouais, et ben là-dessus, je vois la différence, mais on en reparlera. Comment la nutrithérapie, parce que du coup, moi, le lien que je faisais pas, c'est comment l'alimentation pouvait vraiment avoir un impact sur mon bien-être mental et émotionnel. La science a démontré, c'est récent, qu'il y avait un lien en fait entre notre système digestif et notre cerveau. Nos émotions ont un impact sur notre façon de manger. On le sait toutes, je vais dire, parce que les femmes sont un peu plus sensibles à ça. C'est pour ça qu'on mange des glaces quand on est triste. Voilà, ou du Nutella ou du chocolat. Du beurre de cacahuète. Mais l'inverse est vrai aussi. Ce qu'on mange a un impact sur nos émotions. Donc les Britanniques parlent du gut-brain axis, l'axe intestin-cerveau. Donc voilà, la qualité de notre microbiote va influencer la qualité de notre humeur. Microbiote, c'est ce qu'on a dans l'intestin. C'est ce petit monde vivant de bactéries qui se promènent dans notre microbiote. On a plusieurs microbiotes. Là, en nutrithérapie, on parle beaucoup du microbiote intestinal. Sur la peau, on a un autre microbiote, puisqu'il y a des petites bactéries aussi qui se promènent là. Nous, on se focus sur notre microbiote intestinal. Donc, c'est toute cette population qui vit là au milieu. Ils sont là pour prendre soin de nous. C'est une population dans laquelle il y a des gentils et des moins gentils. J'aime pas dire les bons et les méchants. Il y a des moins gentils. C'est juste que les moins gentils, ils ont aussi un petit rôle. Mais juste, il faut pas leur laisser trop prendre le dessus, l'ascendant. C'est par exemple ceux-là qui, quand ils sont en trop grand nombre, vont faire qu'on a envie de manger du sucre tout le temps. Donc, il suffit des fois de rééquilibrer le microbiote. Ils sont toujours là, ils remplissent leur rôle, mais on leur laisse pas trop la parole quand même. La façon dont on s'alimente va impacter nos fonctions cognitives, la mémoire, l'apprentissage, la concentration. Ça va impacter la façon dont on gère notre stress, notre confiance en nous. Et du coup, parce que là, je pense à toute ma communauté d'hypersensibles, que c'est aussi pour eux que je t'invite à parler, parce que vraiment, je me dis, moi, juste avec le coaching, finalement, je me rends compte que, bah, bien sûr, pour moi, c'est tout. Quand on accompagne quelqu'un, on l'accompagne sur plein de sphères. Et sur la sphère alimentaire, je ne peux pas. Et j'ai, en ayant été accompagnée par toi, eu l'impression que ça avait changé énormément de choses, aussi bien en termes de bien-être, comme je disais, physique, émotionnel. Mes cycles menstruels sont beaucoup plus faciles à vivre, aussi bien la période d'ovulation que la période prémenstruelle et que la période des règles, qui du coup est moins douloureuse. Comment, en fait, tu peux, avec la nutrithérapie, accompagner les personnes hypersensibles? Et pas que les hypersensibles, mais du coup, voilà. Là, dans le cadre du podcast, c'est aussi ce qui va nous intéresser. Alors, dans le cadre du podcast, une personne hypersensible est submergée par ses pensées, ses émotions. Tout au long d'une journée, ça foisonne. L'idée, dans un accompagnement en nutrithérapie, c'est d'alléger la charge mentale en termes de qu'est-ce que je vais me faire à manger, j'ai encore eu envie de sucre hier soir, j'ai craqué sur une tablette de chocolat, tout ce genre de questionnement qu'on a qui entraîne un cycle de culpabilité, j'ai pas de motivation, j'y arrive pas. L'idée, c'est vraiment de se réapproprier ses envies et de comprendre que derrière une envie, il y a un besoin physiologique. C'est pas un manque de volonté ni une faiblesse, c'est un besoin physiologique. Pourquoi le corps, à un moment, envoie ce signal de je veux du chocolat
Et ben parce que peut-être leur repas d'avant n'était pas assez conséquent. Peut-être parce que sur une longue période de temps, on a mangé un peu plus de sucre de moins bonne qualité. On s'est laissé embarquer dans une alimentation un peu plus aléatoire, un peu moins brute. Une alimentation brute, c'est une alimentation qu'on cuisine. Les personnes hypersensibles sont souvent, on le voit dans les études, ont souvent affaire à des compulsions sucrées. Parce que quand on va pas bien, le cerveau considère qu'il nous arrive quelque chose, qu'il y a un danger. Il veut du réconfort, il veut fabriquer de l'énergie au cas où il y ait besoin de fuir le danger quel qu'il soit, même si c'est juste je vais être en retard au travail. C'est un danger. Voilà, c'est un danger. Donc, compulsion sucrée, les troubles digestifs. Quand on est anxieux, on a du mal à digérer ce qu'on a mangé. Et c'est souvent là le problème. On vient me voir en me disant, je comprends pas, je fais attention, voilà ce que je mange et pourtant j'ai mal au ventre. Ben oui, parce que derrière, il y a l'anxiété, il y a le stress, il y a un repas peut-être pris un peu trop vite. On va travailler à réinstaurer des habitudes avec un repas où on prend le temps, où on mastique, où on s'installe, où on fait pas autre chose entre-temps. Il y a aussi un autre point qui est cher à mon cœur, les personnes hypersensibles, les femmes principalement, après 40 ans, si elles n'ont pas travaillé un peu sur leur hypersensibilité en général, sont plus à risque de souffrir d'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie est aussi un de mes domaines de spécialisation. Donc l'hypothyroïdie, juste pour donner un cadre, c'est la thyroïde qui se met à fonctionner au ralenti. Du coup, on stocke beaucoup plus, prise de poids, humeur très très variable et plus souvent vers le bas. Ça, c'est des choses aussi qui peuvent atteindre plus facilement les personnes hypersensibles. Donc voilà un petit peu le profil d'une personne hypersensible en lien avec son alimentation. Je rajouterais aussi la fatigue, dans le sens où Oui. comme c'est des personnes qui captent beaucoup d'informations, qui analysent beaucoup les choses, peuvent se fatiguer plus rapidement que des personnes qui ne sont pas hypersensibles. Oui. Et du coup, j'ai pu tester et c'est pas juste en buvant du café qu'on est moins fatigué. Non. Et après, il y a ce cycle sur lequel on travaille beaucoup puisque je suis coach santé également. Ce cycle, ok, je suis fatiguée, j'observe. Pourquoi je suis fatiguée? Il y a peut-être une raison toute simple. J'ai mangé ça la veille, j'ai noté que chez moi, ça crée ça. Ok, on va pas forcément le supprimer, mais on va le manger à un autre moment ou on va l'accompagner d'autres choses. Et voilà, on est toujours en nutrithérapie, je suis vraiment tout le temps dans le problem solving. Il y a toujours une solution. On part de ce que vous êtes, on améliore, ou on transforme, ou on optimise. Et du coup, est-ce que toi, tu as noté qu'il y a des liens entre certains aliments ou certains groupes d'aliments et la sensibilité émotionnelle? J'ai beaucoup lu, et je pense que je suis pas la seule, mais faire attention au sucre. Bon, franchement, je l'avais lu, je savais pas vraiment ce qu'il fallait faire. On en a beaucoup parlé, mais j'imagine qu'il y a le sucre et tu vas nous expliquer pourquoi, mais il y a peut-être aussi d'autres aliments sur lesquels voilà, on peut... Il y a le sucre, c'est sûr, mais il y a sucre et sucre. Et c'est aussi ce que je prends le temps de faire dans mes accompagnements, c'est d'expliquer. On diabolise beaucoup le sucre aujourd'hui, mais on le diabolise parce qu'il y a beaucoup de mauvais sucres, des sucres ultra transformés. C'est ce qu'on a dans les paquets de gâteaux. C'est ce qu'il y a dans un... En gros, c'est le sucre qu'il y a dans un gâteau tout prêt. Donc, c'est ce que je vais acheter en Une supermarché. friandise acheté en supermarché. Ça peut aussi être acheté dans un magasin bio. Un gâteau yaourt qu'on aura fait à la maison avec du sucre... ça peut être du sucre blanc, mais il va être fait à la maison. Ce sucre blanc va pas être retransformé pour que le gâteau se conserve 15 jours, pour qu'il puisse être mis dans un emballage plastique qui soit brillant. Il va être fait chez vous et voilà, il est brut. Celui-ci aura beaucoup moins d'impact. Il y a ce sucre que les personnes pensent manger et finalement disent bah non, je ne mange pas tant que ça, je n'achète pas trop de sucre. Mais il y a le sucre qu'on va trouver, si vous regardez les étiquettes, dans la sauce tomate, dans un plat tout prêt, une quiche, parce que le sucre, c'est devenu l'additif qu'on met pour conserver, pour rendre joli, pour rendre craquant, pour rendre brillant. Et ça coûte pas cher à l'industrie agroalimentaire. Donc ce sucre-là, en fait, il en appelle toujours plus. Genre, plus j'en mange, plus je suis addict. Plus j'en mange, plus j'en ai envie. Parce qu'il a un effet très rapide. Il passe très vite dans le sang. Le corps le met là où il y a besoin. Bien sûr, si on est prêt à aller courir le marathon, il va l'utiliser. Mais souvent, si on est dans le canapé devant Netflix, il n'y a pas besoin, donc le corps va le stocker.
et rapidement elle va dire je reprendrai bien encore un petit peu. Si on se replace du point de vue d'une personne hypersensible, si je reprends mon image, je suis dans le canapé, je regarde Netflix et il n'y a pas de jugement aucun, hein, c'est vraiment voilà, dimanche classique. Si en plus de ça, la personne est en train, en même temps qu'elle regarde sa série, de cogiter, de penser à plein de choses, d'avoir plein d'émotions qui sont là, le sucre qu'elle va ingérer ne va pas non plus avoir le même effet parce qu'au moment où elle va le prendre, elle va libérer du cortisol, l'hormone du stress. Donc là, le corps va tout stocker. Je suis en danger, elle mange un peu de sucre, je garde tout. S'il y a une recommandation vraiment simple, entre guillemets, mais après j'accompagne pour ce changement, c'est d'éviter au maximum les produits ultra transformés et de mauvaise qualité. Pour arriver à contrôler ses émotions, à gérer son stress, notre corps il doit fabriquer des hormones, la sérotonine, la dopamine, la mélatonine pour le soir. Toutes ces hormones-là, pour les fabriquer, il a besoin d'acides gras de bonne qualité, on y reviendra après, et d'acides aminés. Les acides aminés, c'est les petites molécules qui constituent les protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Il y a tout à fait moyen d'avoir les apports qu'il faut en étant végétarien. Donc, pour fabriquer ces hormones-là et les neurotransmetteurs, ce sont des petites cellules en fait qui envoient les messages. Les messages de ah oui, je me sens trop bien, ou alors le message de ça va vraiment pas, qu'est-ce qui m'arrive. Ça passe par un neurotransmetteur. C'est des infos qui circulent dans le cerveau, c'est ça? Ouais, une hormone, c'est un messager. Mais une fois que le message est parti, le message de je vais bien, j'ai pas envie de manger de sucre, il faut qu'il y ait un neurotransmetteur pour l'emmener au cerveau et pour faire passer l'info dans la cellule réceptrice. C'est le train. C'est le train, voilà. Pour tout ça, on a besoin des acides gras de bonne qualité et des acides aminés, donc des protéines, animales ou végétales, je répète. Pour que ça glisse bien. Pour que ça glisse bien, voilà. C'est pour ça qu'on observe des taux de dépression assez élevés chez les personnes, souvent les femmes, qui se mettent au régime, qui ne veulent pas manger de matière grasse parce que ça fait grossir. Il y a matière grasse et matière grasse. Manger des acides gras ultra transformés, ce qu'on appelle les acides gras trans, ceux-là font beaucoup de mal parce que le corps ne les reconnaît pas. Et ce n'est pas eux qui vont servir à faire passer les messages. Les acides gras de qualité, ça va être huile d'olive, huile de colza, huile de noix, ça va être les petits poissons gras, ça va être, on s'en prive pas, un beurre de bonne qualité de façon occasionnelle, qu'on va pas faire brûler, chauffer. On a longtemps dit, il faut plus manger de beurre, ça donne le cancer, il faut plus d'acides gras saturés, c'est mauvais. Il suffit d'acheter des choses de qualité, en moins grande quantité peut-être, et de les apprécier sur un bon morceau de pain, choses comme ça. Donc voilà, c'est éliminer les aliments ultra transformés, éliminer les aliments très très cuits au barbecue. Ces petites molécules brûlées, en fait, quand elles ont été ingérées, digérées, elles se promènent là, on ne sait pas quoi en faire. Et il y a un endroit où elles aiment bien aller se planquer, c'est dans le cerveau. Et en fait, elles empêchent les messages de passer. D'où, tout d'un coup, je me sens un peu raplapla, j'ai pas mon énergie d'habitude, j'ai toutes ces pensées qui tournent en boucle. Donc voilà, vraiment ces deux points-là. Et après, en termes de vitamines et de minéraux, les personnes hypersensibles, souvent, elles sont carencées en fer, en zinc et en sélénium. Potentiellement, on peut aussi avoir des carences en magnésium. Les trois premières, zinc, fer et sélénium, elles sont importantes d'autant plus chez les femmes parce que si on prend la pilule contraceptive, on est très souvent carencé déjà. Donc voilà, ne pas hésiter à... Alors moi, dans mes accompagnements, je propose toujours de retrouver ces nutriments-là via l'alimentation plutôt que de prendre des compléments alimentaires qui sont toujours moins bien assimilés par le corps qu'un aliment véritable. Du coup, si je synthétise, on fait attention à quel sucre on prend, on évite tout ce qui va être produit transformé, on mange plus d'oméga 3 Oui. Et on fait attention à ne pas être carencé. Oui. Donc régulièrement peut-être demander au médecin des prises de sang Ouais. pour vérifier. Je me suis demandé si tu pouvais nous donner un peu les aspects clés d'un plan alimentaire qui serait adapté. Alors je sais que tu fais vraiment du cas particulier, mais qui pourrait être adapté dans la généralité aux personnes hypersensibles. Après, je crois qu'on va en parler, comment j'accompagne.
j'accompagne sur plusieurs semaines pour pas que les personnes qui viennent me voir repartent avec un plan à mettre en place qui va prendre 6 pages et du coup elles vont se sentir complètement perdues et pas savoir par où commencer. Il y a toujours 3 axes qui émergent, vraiment cruciaux aussi pour les personnes hypersensibles. La première chose, ça va être de diversifier son microbiote. Diversifier son microbiote, c'est hyper simple. Il suffit de manger le plus varié possible en termes de végétaux, de fruits et de légumes. Ne pas faire, c'est une aberration, des cures d'ananas ou des cures de pommes. On mange de saison ce qu'il y a à la saison, mais on alterne. On achète 1 kilo de pommes une semaine, puis la semaine d'après, c'est 1 kilo de poire, et puis on mange du chou-fleur quand c'est la saison du chou-fleur, mais on alterne à côté, au bord de l'assiette, on rajoute des lentilles, ou enfin voilà. Qui est vraiment une multitude de... Quand on dit qu'il faut manger l'arc-en-ciel, c'est vraiment ça. C'est trop beau. Ouais. En anglais, on dit to eat a rainbow. Trop Donc beau. c'est vraiment, quand vous faites votre assiette, tout ce qui pourra avoir de la couleur, sauf les crocodiles ou les fraises tagada, tout ce qui pourra avoir de la couleur, sans trop se poser de questions, en fait, finalement, couleur égale diversité du microbiote. Une assiette beige avec juste des pâtes, qu'est-ce qu'on peut... Ouais, Du souvent gruyère râpé. du gruyère râpé, voilà. Des pâtes, du fromage, c'est très bien, mais on y rajoute un bon coup de couleur, des épices, voilà. Tout ça, ça va participer à la diversité du microbiote et du coup avoir un impact sur les émotions. La deuxième chose, avec certains légumes tout simples, ça va être d'aider le foie, parce qu'une fois qu'on a mangé mangé son alimentation et ses émotions, et qui du coup vont générer la production de certaines hormones, il va falloir soutenir son foie pour qu'il élimine tout ça. Le foie, c'est vraiment le gentil de notre corps. On l'oublie, on pense toujours à notre cœur, à notre cerveau. Le foie, il est un petit peu caché, il est moins joli, mais c'est vraiment le gentil et lui, il s'occupe de tout ce qui reste et il s'occupe d'évacuer ce dont le corps n'a plus besoin. Donc lui, on va lui apporter les légumes qui lui font du bien, des légumes tels que la mâche, les endives, les blettes, tous ces légumes qui sont un petit peu amers. C'est pas vers eux qu'on va spontanément. Et en fait, en nutrithérapie, on explique qu'est-ce qu'ils font. Et du coup, voilà, on soutient son foie. On n'a pas besoin d'une détox et de faire un jeûne pendant 15 jours. Ça, c'est un stress. Le jeûne, pour les personnes hypersensibles, c'est quand même, il faut le dire, une expérience stressante. Justement, j'allais te poser la question, donc merci de le dire. Voilà. Le jeûne et même les jeûnes intermittents, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent ce type de jeûne. Le jeûne intermittent, en fait, naturellement, notre corps le fait à partir du moment où on prend notre dernier repas le soir, pas à 23 heures, et où on prend notre petit déjeuner le lendemain matin, le plus tard possible. Ça, pour le corps, qu'on soit hypersensible, qu'on soit en hypothyroïdie ou... C'est un jeûne normal parce que c'est celui de la nuit où on est censé ne pas manger. Après, en journée, c'est vraiment au cas par cas. Mais chez une personne hypersensible, c'est une expérience stressante pour le corps. La personne en elle-même ne s'en rend peut-être pas compte. Se dit, non, je suis contente de le faire, je sens que ça m'apporte tel bienfait. Peut-être, mais biochimiquement, il se passe des choses parce que le corps est en attente. C'est là où il va produire du cortisol. Il va produire du cortisol. Le cortisol, c'est une hormone. Il faut savoir que toutes nos hormones, quand elles ont rempli leur rôle, c'est des déchets qui restent. Il faut les éliminer. D'où l'intérêt d'avoir un foie qui fonctionne bien. Autant on a besoin de nos estrogènes tous les mois, on a besoin de la progestérone, on a besoin de la mélatonine, toutes ces hormones-là. On en a besoin. Quand elles ont rempli leur rôle, on les élimine. Le cortisol, en avoir besoin ponctuellement parce que... on vit, je sais pas, moi, on a une annonce un peu difficile, il faut gérer ça, on a un coup de stress, ok, il est là, il joue son rôle, on l'élimine. Si on est constamment en production de cortisol pour tout ce qui nous arrive dans la vie, les bouchons, un découvert sur le compte en banque, une dispute avec son chéri, là, il y a trop de cortisol pour le foie. Se mettre en jeûne, faire subir un jeûne à son corps, même un jeûne intermittent, mais sur une période de journée, c'est un stress. Et comme je disais, même si la personne se dit « Ah oui, c'est bien, je m'engage là-dedans, j'essaye », enfin, elle a une approche positive, biochimiquement, il se passe des choses. Le corps attend de la nourriture. D'un seul coup, tiens, il n'y a pas. Ouais, mais là, ça commence à faire longtemps qu'on n'a pas mangé. C'est un stress. Et la dernière chose, c'est réguler sa glycémie. Donc la glycémie, c'est le taux de sucre qu'on a dans notre sang. Ce taux de sucre, il est variable selon ce que l'on mange.
L'idée, c'est de réduire sa consommation de sucre, on va dire raffiné, de sucre blanc, et d'avoir des repas qui ne sont pas composés uniquement de féculents. Et du coup, comment on fait pour réguler la glycémie? Puisque moi, quand j'entends réguler la glycémie, je me dis, ok Sophie, il faut que tu arrêtes de manger du sucre. Oui. Alors que j'ai vu avec toi que ça voulait pas du tout dire que ça. Non. Réguler sa glycémie, ça veut dire revoir quel type de sucre on consomme, aller vers des sucres plus naturels, et quand il y a sucre, parce que c'est la vie, et que des fois il y a sucre, ne pas le prendre de façon isolée. C'est-à-dire qu'il va mieux valoir manger une part de tarte, vous faites un bon repas au restaurant et en dessert une belle tarte aux pommes, elle la prend en dessert, parce qu'avant ça, il y aura eu potentiellement de la viande, du fromage. Alors on peut se dire, ouais, mais j'ai assez mangé, si on a assez mangé, ok. Mais cette part de tarte, elle aura moins d'impact que si elle est mangée de façon isolée dans la journée. Alors si je la mange au goûter à 4 heures. Voilà. Mais en même temps, je suis en train de me dire que mon exemple de la tarte aux pommes, il n'est pas si bon que ça, parce qu'une part de tarte aux pommes à 4 heures, ça vaudra toujours mieux, par exemple, qu'une meringue toute seule. Parce qu'une meringue, c'est beaucoup de sucre, un petit peu d'œuf. Une tarte aux pommes, on va retrouver dedans des acides gras, il y a du beurre, on va retrouver le fruit, on va retrouver les œufs, c'est les protéines. Donc en fait, ça n'aura pas le même effet qu'un carreau de chocolat au lait ou de chocolat blanc, qui va vraiment être du pur sucre tout seul. Ça permet de réguler la glycémie. Et le gros, comment on va dire, je sais pas. Le gros truc qui permet de vraiment réguler sa glycémie tout au long de la journée, c'est de commencer sa journée quand c'est possible avec un petit déjeuner dans lequel on inclut des protéines. Et si on est courageux et qu'on a envie de le tenter, un petit déjeuner salé au lieu d'un petit déjeuner sucré. Jambon, œufs, saumon, avocat. Ouais, complètement. Et si on veut pas du salé, ça sera yaourt. Yaourt. Si on a du mal avec le salé, ça va être important de commencer par la protéine. Donc, 1 ou 2 cuillères de yaourt. Après ça, une tartine s'il y a envie de pain avec un peu de beurre. S'il y a besoin d'un peu de miel, d'un peu de confiture, surtout on ne se dit pas je vais juste mettre mon miel sur mon pain, je ne mets pas de beurre, ça fait grossir. Là, on va avoir du pain qui est un féculent, donc un glucide, du sucre et du miel. Donc si on veut de la pâte à tartiner, c'est pas un beurre pâte à tartiner? Non, si on veut de la pâte à tartiner, c'est quand même pas le top pour le matin. On la garde pour le goûter. Mais tout est négociable. Hein. Mais le beurre de cacahuète, c'est bien. Beurre de cacahuète, les purées d'oléagineux le matin, c'est les bons acides gras sur le pain. Ouais. Mieux que la pâte à tartiner qui contient beaucoup de sucre. Après, on peut acheter une purée de noisettes. Donc, revoir son petit déjeuner et ne pas commencer sur un estomac vide. Pour les personnes qui déjeunent pas, par exemple, il ne faut pas que le premier aliment qu'on ingère soit un aliment sucré. Pour la petite anecdote, Isa aussi dit ça parce que le premier aliment que j'ingérais était mon verre de jus d'orange. Aïe, aïe, aïe. Un bon shoot de sucre dès le matin. Et finalement, ça n'a pas été si difficile. Non, ça a été hyper facile de l'enlever. On l'a remplacé par un verre d'eau, ce qui me paraissait insensé, mais au final, ça se passe bien. Et parce que j'ai quand même du sucré avec mes petits fruits rouges que je mets dans mon yaourt. Les baies. Pour les personnes qui ont vraiment besoin d'une impression de fraîcheur, de jus, de fruits, de quelque chose, les baies, les myrtilles, les framboises, les fraises, là, sont des fruits à l'index glycémique très bas. Donc, ça peut être vraiment une bonne alternative et c'est super facile. Pas besoin d'aller au marché tous les matins acheter sa petite barquette. On les achète en surgelés. On les laisse dégeler dans son frigo. On en prend une cuillère à soupe tous les matins et c'est facile. Et ça fait plaisir, c'est beau. Pour le coup, j'ai l'impression de manger de l'arc-en-ciel entre mes œufs, mes myrtilles, mes framboises. Et je rajouterais que la myrtille, tous les aliments violets, en fait, l'aubergine, la myrtille, la figue, la betterave, ces aliments-là, parce qu'on dit que chaque couleur a un bienfait. Et les aliments violets et sombres sont les aliments types de la santé mentale et émotionnelle. Ah, donc les hypersensibles, pensez à manger du violet. Voilà. On va boire du cuirassau. Ça... Nickel. Et du coup, je sais que moi, ça m'arrive, par exemple, l'après-midi, petit coup de fatigue, je vais avoir tendance à me dire, tiens, pourquoi pas un petit gâteau au chocolat, un truc réconfort dans ces moments-là, ou même un chocolat chaud, ce genre de choses. Comment je fais? Parce que maintenant, je sais que c'est plein de sucre, oui, mais j'ai quand même envie de ça, mais je veux quand même réguler ma glycémie. Ce qui est top, c'est d'avoir toujours avec soi des amandes,
des noix, on les trouve très facilement maintenant. On en grignote quelques-unes avant de manger cet aliment un peu plus sucré. Et voilà, ça passe. C'est l'acide gras qui va faire qu'une fois digéré, le produit sucré, l'aliment sucré, va arriver en douceur dans le sang. Pourquoi on veut qu'il arrive en douceur dans le sang? Parce qu'en fait, s'il arrive tout seul, ça fait un choc, comme on dit, et on produit une grosse quantité d'insuline. Si on fait ça plusieurs fois dans la journée, ça fait des vagues, cette production d'insuline. Cette production d'insuline, elle nous fatigue. C'est une hormone de plus à éliminer qui ne serait pas forcément nécessaire. Autant quand on fait un bon repas, c'est normal. L'insuline vient, elle prend l'excédent de sucre, elle l'emmène, elle le dirige vers nos cellules. Très souvent, il n'y a pas de stockage. Mais si on fait ça plusieurs fois dans la journée, que ça fait des vagues, il va y avoir stockage et envie d'encore plus. Et est-ce que du coup, ces vagues d'insuline sont liées à nos vagues émotionnelles? Elles peuvent. Parce que quand on vient de manger l'aliment très très sucré, on peut sentir un shot de dopamine, envie de plein de choses, et très peu de temps après, pouf, soit l'envie de allez, je me pose, je suis plus très motivée, ou les pensées qui sont plus confuses, le brouillard cérébral, j'arrive pas à me remettre à ce que j'étais en train de faire avant. Tiens, qu'est-ce que j'étais en train de faire avant? Ou alors, très peu de temps après, je reprendrai bien encore un petit peu. Donc du coup, quand on a un peu ces petits coups de mou dans la journée, toi, tu conseillerais quoi? Plutôt de boire un verre d'eau? Quand il y a ce petit coup de mou, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que j'ai mangé le repas d'avant? Typiquement, c'est l'après-midi, qu'est-ce que j'ai mangé à midi? Si c'était pas assez conséquent, ça ne sert à rien de s'autoflageller, juste se dire, pour demain, je prévois un peu plus de féculents selon mon activité physique, des protéines. Si le repas du midi a été bien et qu'on n'avait plus faim, c'est juste qu'à un moment, il y a un coup de fatigue. Très souvent, quand on a un coup de fatigue, ça ne veut pas dire qu'on a faim. Très souvent, on est fatigué parce qu'on s'est déshydraté. Et ça peut faire sourire, mais c'est vraiment, c'est pas juste, allez, je dois pas manger, je vais boire un verre d'eau. C'est mon cerveau sent que je suis fatiguée, il veut de l'énergie. Instinctivement, il va demander du sucre parce que ça va plus vite pour lui. Mais si on n'est pas en danger, qu'on n'a pas besoin de courir à droite à gauche, qu'on est juste à son bureau, un verre d'eau va suffire. On n'a pas besoin d'une énergie autre. Donc le verre d'eau. Et puis après, si vraiment il y a besoin de l'encas, si par exemple on sait que la journée de travail n'est pas finie, que le repas du soir va être tard, ça ne sert à rien de lutter et finalement de se jeter sur tout ce qui passe. Il vaut mieux anticiper et avoir toujours, si c'est possible sur votre lieu de travail, des yaourts, des pommes, des amandes, du chocolat noir. Chocolat aussi, on travaille dessus en nutrithérapie, on augmente tout doucement. Pour les personnes qui disent non, moi je ne peux pas le chocolat noir, on y va tout doucement. On commence par un lait avec des amandes et des noisettes. Puis après, on essaye un noir avec des amandes et des noisettes à 56%, 60, 70. Et on a des personnes qui vont très haut et qui ne peuvent plus revenir On travaille le palais. Voilà. Trop bien. Alors merci déjà pour tous ces conseils. Est-ce que pour toi, en dehors de l'alimentation, il y a des choses qui te semblent importantes pour les personnes hypersensibles pour qu'elles se sentent bien dans leur quotidien? Ouais. En nutrithérapie, au-delà du contenu de l'assiette, on va très souvent remettre une routine sommeil en place. Quand on a mal dormi, on l'a tous noté, le lendemain matin, c'est un petit peu... nos choix alimentaires sont très aléatoires, on ne se dirige pas toujours vers l'arc-en-ciel. Donc, remettre en place une routine sommeil en posant les écrans un peu plus tôt, en prenant l'habitude d'une infusion ou d'un livre. On discute avec les envies et les besoins de chacun. Gestion du stress, hyper important. Si on n'arrive pas à gérer son stress, on a beau manger de la façon la plus saine et la plus équilibrée qui soit, ça n'aura pas l'impact escompté. L'importance aussi de recaler les rythmes circadiens en prenant la lumière naturelle le matin, en se mettant pas tout de suite la tête sur son ordi, en ouvrant ses fenêtres, en regardant droit devant, dehors, le ciel, le soleil qui se lève, tout ça, c'est hyper important. Ça envoie les signaux que c'est le matin, on se lève, on produit un petit peu de cortisol, mais celui-là c'est normal, c'est pour nous donner l'envie de bouger. Et le soir, quand la lumière se baisse, quand la lumière naturelle décroît, on commence aussi à réduire la lumière de nos écrans et tout ça. Passer du temps dehors sur la pause méridienne, je le recommande souvent aussi.
Pause méridienne, c'est pause midi? Ouais, même si c'est pas long, aller faire le tour du pâté de maison, des fois on me dit oui, mais il n'y a pas de parc à côté de chez moi. Ok, il y a la route, il y a peut-être la pollution, mais le fait d'être dehors un moment, ça va avoir un impact sur plein d'autres choses. Et si on blinde son assiette avec plein de nutriments, notre corps il va savoir faire fi de la pollution et le foie va gérer tout ça. J'aime bien aussi le mindful eating. Donc quand on mange, on fait rien d'autre. Quand on mastique, on pose ses couverts. Si on est avec quelqu'un, on discute, on prend plaisir. Et le mindful eating, souvent, il y a besoin de le travailler quand on mange seul. Et justement, quand on mange seul, au lieu d'avoir son ordinateur ou de continuer de bosser sur un dossier, se dire ah ouais, je mange tout seul, voilà, allez, je mastique, ouais, je peux mastiquer encore un petit peu. Mastiquer, ça amène la satiété, ça repose le cerveau et ça active le nerf vague. Donc ça active le système parasympathique qui est celui qui nous pose. Ah, celui que les hypersensibles ont du mal à activer. Voilà. Eh bien, en mangeant en conscience et voilà, par la mastication, c'est vraiment, il y a deux techniques d'activer le nerf vague, mais pour ce qui est en lien avec les repas, vraiment l'action de mastiquer, elle a ce pouvoir d'activer le nerf vague. Je vais probablement me faire un peu la bête du coin, mais je trouve que c'est toujours intéressant. Du coup, si je mâche un chewing-gum, j'active mon nerf vague et donc je me détends. Alors, en nutrithérapie, il y a une indication pour laquelle le chewing-gum est indiqué, c'est le cas de le dire. C'est quand on ne salive pas assez ou quand on fabrique pas assez d'acide chlorhydrique pour digérer. Mais voilà, c'est à peu près les seules fois où on le recommande. Le cerveau n'est pas bête. Mastiquer un chewing-gum, il voit bien qu'il n'y a rien qui vient en fait. On mastique quelque chose. Ça peut être source de stress, de mastiquer, et ça peut aussi entraîner des contractures chez certaines personnes. Au final, ça fait l'effet inverse. Ça fait l'effet inverse. Ça peut aussi créer des ballonnements. Dans les chewing-gums, très souvent, il y a de l'aspartame. Ça peut aussi provoquer des diarrhées. Donc non, c'est vraiment mastiquer et on ne demande pas à notre corps de mastiquer en dehors des repas à la limite. Parce que quand on mastique, le système digestif s'attend à quelque chose. Il attend de travailler, mais il n'y a rien qui arrive. Donc il est un peu toujours aux aguets, mais il n'y a rien qui se passe. Donc mastiquer au moment où on est à table. Et puis le mindful eating aussi, pour les personnes hypersensibles, ce qui peut être intéressant, à partir du moment où ça fait partie des choses qu'elles aiment bien dans leur quotidien, c'est toujours de se dire, ok, ce soir je suis toute seule à manger, je me suis fait à manger un truc vite fait, mais rien ne m'empêche de mettre une belle assiette, un beau set de table, et puis, ce soir j'ai envie de manger sur la table basse, mais je me fais une belle petite table. C'est une façon de se respecter aussi, de respecter son corps et de lui envoyer le message qu'on prend soin de lui à ce moment-là aussi. Et de faire travailler tous les sens, au final, et pas que le goût ou l'odeur. Et concrètement, comment ça se passe si on voudrait se faire accompagner avec toi? Vu tous les sujets que j'ai abordés là, tu te rends bien compte qu'on ne peut pas faire tout ça sur une séance. Donc moi, je travaille par accompagnement de 3 mois, pendant lesquels on va se voir une fois par mois, ou une fois tous les 15 jours, ou une fois par semaine. J'ai 3 niveaux d'accompagnement. Une fois par semaine, c'est vraiment quand il y a une pathologie lourde, un diabète, une hypercholestérolémie, où là, vraiment, toutes les semaines, on check où on en est. Sinon, l'accompagnement le plus fréquent, j'envoie un questionnaire avant la première consultation. Questionnaire d'une petite dizaine de pages. C'est déjà un premier temps d'introspection. Je dis toujours à mes patientes de prendre leur temps pour le remplir. Donc, il y a beaucoup de choses à cocher. Ça va assez vite. C'est un body scan. Vraiment tous les petits symptômes qui peuvent vous sembler insignifiants. Un petit journal alimentaire à la fin. 3 jours type. Alors, 3 jours type, ça ne veut pas dire « Oh oui, le matin, je fais à peu près ça, le midi, souvent, c'est ça, et le soir, c'est ça. » C'est vraiment, je choisis 3 jours et je vais noter tout ce que je mange. Donc, ça peut être compliqué pour certaines personnes. Il ne faut pas hésiter à me le dire avant, et on peut aussi y travailler ensemble. C'est vraiment pour que je me fasse une idée des réflexes qui peuvent être là dans les habitudes de la personne. Qu'est-ce qui les déclenche? Qu'est-ce qui les calme? Ce questionnaire, moi, j'y travaille à réception. Il me faut une petite dizaine de jours pour le traiter. Et après, on se voit 1h30 la première fois. Et là, j'explique tout ce que j'ai analysé, découvert.
Je passe en revue tous les systèmes et du coup, en rangeant les symptômes dans ma matrice, je me rends compte, est-ce que c'est le système endocrinien qui est le plus touché? Est-ce que c'est plutôt le système de l'assimilation, la détoxification? Est-ce que c'est plutôt l'émotionnel? Et du coup, en accord avec la personne qui est en face de moi et les objectifs qu'elle a, on va voir par quel bout on commence. Donc la patiente est vraiment actrice de son accompagnement. C'est elle qui décide où on va. Moi, dans ma tête, j'ai ma trame, mais je respecte les besoins immédiats. Et on va mettre en place les premiers changements pour le mois à venir. Je suis joignable entre deux consultations. On met des changements en place, forcément, il peut y avoir des symptômes, des manifestations. Un trouble digestif qui apparaît, qui n'était pas là avant. On a fait un essai, ça n'a pas marché, on revient en arrière, on modifie, on n'attend pas un mois. Et à la veille de chaque rendez-vous, je renvoie un journal alimentaire pour voir un petit peu comment la personne avance. On fait ça donc sur 3 suivis après. Pas de pèse personne. On peut faire les consultations en visio. Je travaille dans toute la France et même à l'étranger. Donc voilà, je suis assez disponible en consultation le jeudi, mais après, je peux caler des autres visios dans la semaine sur d'autres jours. Je confirme tout ce qu'Isa vous a dit, que j'ai eu la chance de pouvoir tout tester. Vraiment, je l'ai trouvé très intéressant, le questionnaire, justement, qui fait une dizaine de pages, parce que ça permet... tu poses plein de questions. Je me rappelle de est-ce que j'ai les yeux secs, enfin des choses où je me dis mais pourquoi elle veut savoir ça. Et en fait j'attendais que tu fasses les liens entre peut-être les yeux secs et autre chose. Et bon, on l'a très bien vu, l'hydratation chez moi. Le lien, j'aurais pu le faire, mais je l'avais pas. Mais voilà, pour moi j'ai beaucoup aimé cette approche sur les 5 pans, que ce soit endocrinien, émotionnel, assimilatif, etc. Je trouvais que c'était vraiment intéressant de prendre chaque système et de se dire, finalement, s'il y en a un qu'on doit travailler en premier, ce serait celui-là. Oui, mais moi, peut-être que ce serait l'émotionnel. Donc, comment on deal avec tout ça pour que tout le monde s'y retrouve. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et pour expliquer un petit peu, pour que ça soit plus concret, donc nous, on avait travaillé surtout sur le bien-être global pour moi. Enfin, c'était ce que je voulais. J'avais pas du tout pensé au départ que ça allait jouer sur mon bien-être émotionnel. J'avais juste parlé surtout des cycles qui étaient tous un peu... je crois que je t'avais dit qu'ils étaient atroces. Je me rappelle le mot. Voilà, atroces. Que ce soit le syndrome prémenstruel ou l'ovulation qui était émotionnellement très difficile. Aujourd'hui, je crois que je suis à 1 cycle et demi. Et franchement, là, le cycle entier que je viens de faire, c'est très bien passé. Donc, même les règles ont été beaucoup moins douloureuses. Et on n'a pas enlevé tant de choses que ça. On a enlevé juste le jus d'orange du matin. Que tu m'avais dit que je pouvais même le laisser. On avait négocié même, je t'avais dit, si tu veux, tu le laisses, mais tu le prends en fin de petit déjeuner. Tu le prends pas sur un estomac vide. Et au final, je pensais que ce serait le truc, parce que tu m'avais posé la question, qu'est-ce que ce serait le truc le plus dur à enlever pour toi? Je t'avais dit le jus d'orange. Au final, en une semaine, en une journée, il est parti, ce jus d'orange, parce que j'ai compris pourquoi je l'enlevais. Et ça change tout, en fait. Et je trouve que dans tout l'accompagnement, c'est pourquoi je te propose de rajouter tel aliment, pourquoi je te propose celui-là, peut-être de pas le manger à ce moment-là. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est ça, parce que c'est bien beau tout ce qu'on lit dans les magazines, mais je comprenais jamais pourquoi. Et quand je comprends pourquoi, je veux bien faire. C'est vraiment le bien fondé de la nutrithérapie, de se dire il y a vraiment quelque chose à faire. Les gens ont besoin de comprendre. Quand on comprend quel impact a tel aliment sur nous, on est plus à même de se dire ah oui, ok, maintenant il faut que j'arrête ça. Alors le processus des fois il est plus ou moins long et avant d'arrêter complètement ça, on rajoute autre chose. Et c'est une fois qu'on a expérimenté les bienfaits qu'on est plus à même de se dire ah oui, ok, je vais l'enlever. Parce que j'ai compris que je vais avoir plus d'énergie, potentiellement on se projette, je vais pouvoir faire ça et puis ça ce sera mieux. Il y a aussi tout un travail de visualisation sur ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Quand on mange, on prend aussi du temps à expliquer ça. En fonction des besoins, en fait, j'explique. Les personnes qui ont envie de savoir comment ça se passe quand on digère, le fait de pouvoir me poser les questions purement et simplement, oui, on mange, je digère, mais concrètement, ça veut dire quoi digérer? Et mon foie, il fait quoi dans tout ça? Oui, et de pouvoir poser des questions sur, par exemple, moi quand je vais courir, qu'est-ce que je fais avant, qu'est-ce que je fais après? J'ai plutôt l'habitude de faire ci, ou pourquoi tel aliment, parce que j'ai entendu te parler de tel aliment.
Donc voilà, comme je vous l'ai dit au début, je savais pas trop à quoi m'attendre. Aujourd'hui, ça a vraiment, j'ai pas tout changé dans ma façon de manger, pas du tout. Je suis contente parce que moi j'avais peur d'être trop dans le contrôle. Ayant un petit passé d'anorexie, j'avais cette peur-là. Au final, je suis pas trop dans le contrôle. Bon, le sucre n'est pas devenu mon meilleur ami. C'est ce que je lui disais tout à l'heure. Faut qu'on on s'apprivoise tous les deux. Mais en tout cas, très belle surprise. Donc, je suis heureuse de pouvoir vous le faire partager. Et si les gens veulent te retrouver, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Mais est-ce qu'on va sur ton site? Est-ce qu'on va sur ton Insta? Où est-ce qu'on va? Sur mon Insta, c'est bien. Donc, Enfin, j'ai aussi un site, mais voilà. Ton Insta, c'est quoi? Isa Bouclier Nutrition. Isa Bouclier Nutrition. Eh ben, merci beaucoup, Isa. Mais de rien. Je suis ravie d'avoir participé à ça. Et puis tellement envie de partager, parce que quand on sait des choses, il faut les partager. Voilà. Bah, merci de nous avoir partagé. Et si je termine sur un mot de la fin, manger l'arc-en-ciel. Voilà. Un grand merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Pour recevoir une dose de bonheur en barre chaque semaine, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurenbarre.com. Et si vous voulez me soutenir et m'encourager, rendez-vous sur ma page Tipeee. Pas de panique si vous êtes en voiture, en cuisine ou que vous n'avez pas de quoi noter. Vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible, envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurenbarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir. Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.